Bien, merci. Oui, je vais applaudir. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, monsieur le directeur, madame l'administratrice déléguée, chère madame Simoun, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier le directeur de la classe des lettres des sciences politiques de l'Académie royale de Belgique, monsieur Philippe de Scoutet de Tervaran, pour m'avoir invité dans ce lieu prestigieux pour échanger ensemble sur le Parlement européen, mis en place depuis le 1er juillet 2015, c'est-à-dire c'est la nouvelle législature. Alors, je vais parler successivement du rôle du Parlement dans la désignation du président de la Commission, parce que je pense que c'est une nouveauté beaucoup plus importante qu'on imagine généralement. Je vais évidemment parler aussi du résultat des élections et de la montée des eurosceptiques. Je vais dire un mot des relations avec les parlements nationaux, même si j'ai une position peut-être un petit peu plus réticente par rapport à cette question, mais c'est un avis tout à fait personnel, donc je me permettrai aussi, bien entendu, de donner mon opinion, même si elle est parfois en décalage avec la pensée dominante. Et d'une manière générale, je dirais aussi, mais j'aborderai bien entendu la question de la position du Parlement dans l'ensemble institutionnel. Alors, le rôle du Parlement européen dans la désignation du président de la Commission. Si le taux de participation aux élections européennes de mai dernier a été un peu moins catastrophique que lors des élections précédentes, on doit quand même avouer que l'Europe ne suscite toujours pas ce que j'appellerais l'affection spontanée ou l'affection évidente, comme c'était souvent le cas d'ailleurs en Belgique, des citoyens. On constate une abstention fort importante, on constate aussi une poussée des partis eurosceptiques et même europhobes. Et je dois dire que quand je suis rentré après ces élections dans l'hémicycle et que j'ai vu un peu les rapports de force et l'évolution de ces rapports de force, ça interpelle quand même. Je ne dis pas que ça inquiète, parce que je crois qu'il reste quand même encore une large majorité de gens qui sont très, très en faveur de l'Europe. Enfin, il faut dire que les rapports de force ont changé et qu'au fil d'alliances, notamment de recherche de majorité d'idées, on peut parfois craindre qu'ils puissent jouer un rôle et faire basculer dans un sens ou dans un autre. Alors, question qu'il faut évidemment qu'on se pose d'ailleurs déjà depuis un certain temps quand on est une personnalité politique, comment est-ce qu'on explique ce peu d'engouement, dans le fond, d'une majorité de l'opinion publique européenne? Comment expliquer qu'il y ait cette distanciation entre l'opinion publique, entre les citoyens européens et ceux qui portent ou qui représentent les institutions européennes? Est-ce que c'est le reflet d'une gouvernance défaillante? Est-ce que c'est un déficit de communication, comme d'aucuns l'affirment? Est-ce que nos traités, c'est-à-dire nos règles, nos lois, notre législation européenne, est bien adaptée et correspond, dans le fond, à l'objectif? C'est une question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que c'est la faute des politiques? C'est une question que, bien entendu, il est assez normal de se poser. Je crois que c'est assez logique qu'un homme politique se la pose d'abord. Bien entendu, j'ai quelques idées sur toutes ces questions, bien entendu. Et comment faire pour inspirer ce que j'appellerais un renouveau militant européen? Je donne énormément de conférences, et je donne beaucoup de conférences aussi auprès des jeunes, dans les universités, etc. Et je dois bien dire que ces dernières années, et je n'en suis pas très heureux, j'ai constaté une lente évolution, mais une vraie évolution. Il y a encore quelques années, je veux dire, il y a une dizaine d'années, le Belge au sens large, il était pro-européen de manière évidente, sans même trop se poser des questions. On était pour l'Europe. Ça ne se discutait même pas. C'était très évident. Je constate que, au fil du temps, ça a quand même changé. Et qu'il y a un questionnement, il y a des réticences, il y a des amalgames aussi, il y a des perceptions qui indiscutablement minent
ce que moi j'ai toujours considéré comme une des plus belles idées politiques du siècle dernier, voire de la civilisation moderne, cette idée d'Union européenne, et je constate qu'il y a une sorte de désenchantement qui se fait jour et qui existe aujourd'hui. Alors, je pense que ce qui est en cause, il faut quand même le dire, c'est, je dirais, la nature universelle ou la nature d'universalité, je dirais même, des valeurs européennes, qui semblent être de plus en plus, dans un certain nombre de pays, battues en brèche, sous les coups répétés de populismes qui deviennent de plus en plus vulgaires. On sent évidemment, c'est une banalité de le dire, mais enfin, on sent un retour en force des nationalismes, des replis sur soi, de toutes sortes, et on sent même, et ça, malheureusement, quand il faut un criminel politique, il faut le faire. Et je pense qu'on ressent ça un peu dans tous les partis, y compris les partis démocratiques. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. C'est qu'on sent même une forme de contamination sourde de ces dévoiements démocratiques qui viennent jusque dans les partis démocratiques, dont on ne pouvait pas et dont on ne peut pas mettre en cause, évidemment, non seulement la légitimité, mais l'authenticité démocratique. En d'autres termes, ces idées sont occupées à contaminer aussi des partis qui étaient absolument irréprochables jusque-là, et il y a une sorte de tentation, indiscutablement, par rapport à cette évolution. Alors, à mon sens, il est évidemment urgent que les partis politiques européens jouent leur rôle d'interface entre le citoyen et les pouvoirs supranationaux. On constate, et pour avoir participé quand même à plusieurs élections, à la fois législatives et européennes, chaque fois constaté qu'il est extrêmement difficile de faire ou d'organiser des débats au moment des élections européennes sur des thèmes européens. On se rend compte que pendant les élections européennes, dans le fond, les citoyens votent plus sur base d'opinions ou de ressentis qui touchent à la politique nationale ou à la politique régionale, mais beaucoup moins aux politiques européennes. Et quand on parle d'Europe dans ces débats, ça reste généralement fort générique, ça ne va pas très loin. On reste souvent dans une forme d'émotion primaire, mais sans plus. Alors, moi, je pense que les élections doivent porter sur des enjeux européens, sur une vision européenne à plus long terme. Ça aussi, on ne ressent plus ça. Cette ligne d'horizon européenne qui avait été tellement mobilisatrice pour les pères fondateurs et surtout pour les Belges, parce que tous les grands partis belges ont livré à la cause européenne des personnalités qui ont compté. On ne ressent plus là tellement fort. Et je pense que sans une action dynamique et attractive de communication des partis politiques, il y a peu de chances de susciter l'intérêt du citoyen européen pour cette assemblée multinationale directement élue. Je pense qu'il faut à tout prix que les partis politiques européens deviennent véritablement des partis transnationaux. Et je dois vous dire, moi je peux témoigner de ça. Dans ma propre famille politique, lorsqu'on a des réunions pour préparer le programme européen du Parti libéral européen, eh bien on constate qu'on ne va pas très loin dans le débat. On évite en réalité, c'est ça, on évite de froisser les divergences ou les opportunismes, dans le fond, nationaux à l'intérieur de chaque famille politique. Chaque famille politique, et je vois ça, moi je vis en tout cas ça dans ma famille politique, c'est-à-dire la LDE, je me rends compte qu'il y a toute une série de sujets que l'on a du mal à aborder et surtout que l'on a du mal à vider et dans lesquels on a du mal à aboutir à des positions qui soient suffisamment cohérentes par rapport à ce qui fonde, dans mon cas, évidemment, le libéralisme, eh bien, on a du mal à se mettre d'accord là-dessus. Et c'est pour ça qu'on utilise très rarement le programme général du Parti libéral européen, chacun le mettant à sa sauce. La sauce étant parfois extrêmement différente d'un pays à l'autre. Et ça vaut pour tous les grands courants de pensée qui sont au Parlement européen. Donc c'est un problème. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je pense qu'il faut vraiment que les partis qui sont fondés sur des choix, des visions de l'homme, sur des idéologies, il faut qu'ils deviennent beaucoup plus transnationaux. Ça me paraît être un élément tout à fait important. Actuellement, par exemple, ce sont les groupes politiques
et pas du tout les partis européens qui font la politique ou qui ont le pouvoir d'investiture, qui gèrent les affaires de l'Assemblée. Parce qu'au-delà du clivage traditionnel gauche-droite, il existe un autre clivage qui oppose les fédéralistes et les non-fédéralistes. Il existe aussi ce que je viens de dire, c'est-à-dire des clivages que je qualifierais d'opportunisme national au sein des familles politiques et qui vivent souvent des divergences qui tiennent au contexte national, à l'opportunité du moment, à la stratégie du moment, à ce qui est la mode du moment. Et évidemment, petite anecdote, puisque le directeur dit tantôt que j'avais fait toutes les... Effectivement, j'ai occupé une fonction dans chacune des institutions. Je lui rapportais tantôt, quand un commissaire venait avec un dossier, soit une proposition de directive, soit une proposition de règlement, soit une proposition tout court, une mesure, eh bien, il était assez coutumier, quand il y avait une élection dans un pays, à ce moment-là, que le président nous engage à ne pas avancer sur ce dossier-là, ici et maintenant, mais à attendre que les élections soient passées. Ça provoque évidemment une marche terriblement hésitante. C'est du stop and go permanent. Et c'est extrêmement dommageable, je pense, au travail de la Commission et donc à la perception que les citoyens peuvent avoir de l'efficacité de cette Commission. De même, je pense que, et ça c'est un peu... Alors ça peut paraître sympa, évidemment, ça peut paraître très bien, mais c'est un peu à la fois la posture et l'habitude du Parlement européen. On recherche souvent des majorités d'idées et on fonctionne très souvent au consensus, je vais presque dire au consensus préalable, c'est-à-dire au consensus qui n'est pas le résultat d'un débat contradictoire. Ça, ma foi, dans une démocratie, c'est plutôt salutaire. Mais le consensus est plus important, dans le fond, que la synthèse de la vérité des opinions. Ça me paraît évidemment ennuyeux, ça me gêne beaucoup, parce que qu'est-ce que ça a comme conséquence, dans le fond ? Ça a comme conséquence qu'il est extrêmement difficile pour un citoyen européen de n'importe quel pays européen de savoir avec une certaine justesse qui pense quoi et qui veut quoi. En réalité, le citoyen a du mal à identifier son sentiment ou sa préférence avec l'une ou l'autre force politique. Je dirais que à force, dans le fond, c'est un peu ça la formule. Ça vaut d'ailleurs, je dois dire que ça vaut aussi, quand même, petite parenthèse, je ressens ça aussi dans les débats nationaux. C'est-à-dire ce manque d'opposition assez claire et ce manque de contradiction qui devrait être inspirante. Et donc ici, le problème, c'est un problème de visibilité de l'Europe, évidemment. C'est la raison pour laquelle, moi, je dois dire que d'abord, j'étais très favorable à une proposition d'Andrew Duff qui avait commis un rapport dans lequel il proposait qu'il y ait 25 parlementaires européens élus sur toute la circonscription européenne, sur une circonscription unique. Sud a eu l'avantage, bien entendu, d'avoir des débats qui dépassent le cadre national. Ça aurait eu sans doute aussi l'avantage que ceux ou celles qui pouvaient être candidats sur une telle circonscription étaient déjà des emblèmes politiques assez connus et reconnus partout en Europe. Quand je disais, c'est un peu la même chose d'inspiration qui a amené, dans le fond, les partis politiques et le Parlement européen à aller vers cette formule des Spitzenkandidaten qui, en réalité, a fait que quand même, si M. Juncker, aujourd'hui, est président de la Commission, ça n'est pas le fruit d'une sorte de sordide huis clos où on se partage les influences, c'est le fruit du résultat électoral de son parti, puisque le PPE est le premier parti, c'est le groupe le plus important au Parlement européen, et il y a une sorte de consensus par-delà les partis. Tous les partis ont été d'accord pour dire, avant l'élection, nécessairement, le parti qui gagnera les élections aura
le président de la Commission. Je pense que c'est extrêmement important. Et il y a là, de mon point de vue en tout cas, il y a là une... Bien sûr, je comprends que l'opinion publique ne ressente pas ça avec la même intensité que moi, mais il y a là vraiment une évolution, une rupture par rapport au passé qui est beaucoup plus importante qu'on imagine. Elle est tellement importante qu'on n'imagine plus, que plus personne n'imagine, et les membres du Conseil non plus, qu'on puisse revenir en arrière. Et donc la prochaine fois, on fera au moins comme ça, et donc ça donnera quand même un avantage substantiel, c'est que la voix des électeurs aura pesé dans le choix de celui qui doit diriger la Commission, enfin ce qui devrait être le gouvernement de l'Europe. Je pense que c'est important. Et d'ailleurs, à un moment donné, si vous vous rappelez, des gens comme Cameron voulaient s'opposer à la candidature de Juncker. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ça, parce que la force du Parlement était là, et puisque ça avait été convenu, c'était difficile pour lui, évidemment, de maintenir cette position. Donc, cette nouvelle méthode, disons, qui est dans le fond, ça n'est pas inscrit dans les textes, c'est une méthode qui d'une certaine manière, est le résultat d'un consensus entre les principales forces politiques du Parlement européen, mais ça a été une petite révolution de mon point de vue. Dans le même ordre d'idées, je dois dire que moi, je vous ai dit que je livrerai aussi pas mes goûts personnels, mais enfin mes préférences personnelles. À voir comment fonctionne le Parlement, je pense que la démocratie serait mieux servie. Et on dirait moins, les citoyens diraient moins souvent qu'il y a un déficit démocratique au niveau des institutions européennes si la Commission était comme dans les gouvernements, comme dans le gouvernement fédéral, comme dans le gouvernement régional chez nous, était l'émanation d'une majorité parlementaire, d'une coalition parlementaire clairement définie. Moi, je suis assez favorable à ça. Je pense que ça serait beaucoup plus dynamique, et en tout cas, et avec une opposition clairement définie aussi. Alors, il y a un peu d'avancée là-dedans, puisque aujourd'hui, en réalité, l'Europe, enfin la Commission, est essentiellement représentatif, en tenant compte d'ailleurs des poids des uns et des autres. Elle est représentative, en fait, d'une coalition des trois courants politiques classiques, c'est-à-dire les chrétiens démocrates, le PPE, les socialistes et les libéraux. En fait, c'est comme ça qu'ils le disent d'ailleurs. Il y a une coalition qui a été négociée. On n'est pas encore dans le fonctionnement du Parlement. On ne fonctionne pas encore quand même comme on le fait dans un gouvernement, dans un gouvernement fédéral et devant un Parlement fédéral. Mais moi, je suis assez ouvert à cette idée de dire, pourquoi pas, une coalition très claire, avec une politique donc beaucoup plus claire que quand tout le monde veut mettre sa boule au sapin de Noël, avec une opposition très claire. Et avec donc une projection vers l'opinion publique qui permet à l'opinion publique, parce que c'est quand même ça l'importance en démocratie, c'est que les citoyens puissent s'identifier à une affinité politique, ou à l'affinité qu'il ressent par rapport à un projet politique. Bon, voilà, c'est une position qui m'est personnelle. Quelqu'un qui avait déjà, si vous vous rappelez, abordé cette question-là, qui avait déjà lancé cette idée, c'était Angela Merkel, qui avait abordé cette question, qui avait dit ce serait plus facile, ce serait plus simple, et le citoyen pourrait plus facilement s'identifier et dans le fond prendre parti au sens le plus noble du terme si la visibilité était beaucoup plus grande et si on savait de manière beaucoup plus claire qui veut quoi. Ça me paraît une autre idée que moi j'aime assez bien. Alors, comme je l'ai dit, le résultat des élections, la montée des partis opposés à la construction européenne, n'est donc pas totalement étonnant, c'est pas nouveau non plus, mais cette progression des europhobes, qui représentent actuellement 25% des députés dans cette nouvelle législature, peut quand même inquiéter, car elle nous place devant un constat assez intolérable, qui est que nos sociétés ouvertes sur le monde, et qui sont évidemment de très loin celles qui bénéficient le plus de la mondialisation, ces sociétés sont devenues de plus en plus individualistes, voire égoïstes,
quelque part, ressentent assez curieusement une perte d'identité, remettent en cause un des fondements de la construction européenne, la solidarité européenne. Et il suffit pour s'en convaincre de voir la victoire de l'UKIP en Grande-Bretagne et des autres partis d'extrême droite en Autriche, par exemple, en Finlande, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. Les relations entre l'Union et ses citoyens sont aujourd'hui, comment faut-il le qualifier, en tout cas ce que je ressens, les gens que je rencontre, les conférences que je donne, ils sont caractérisés par une forme d'indifférence, que moi je trouve préoccupante quand même, ou par un rejet, comme on l'a vu déjà il y a quelques années lors des référendums en France, aux Pays-Bas et en Irlande. Mais je l'ai dit tantôt, même en Belgique, qui est un pays par tradition pro-européen, je ressens des interrogations, voire parfois des réticences quant aux avantages ou quant à la valeur ajoutée de l'Union européenne. Alors, moi je crois que les résultats des élections du 25 mai sont le résultat de deux crises concomitantes, peut-être même trois, celle du politique d'une part et celle de la construction européenne d'autre part. Alors celle du politique. Et je l'ai dit, à force de faire de l'Europe aussi le bouc émissaire de tous nos maux, d'en faire un projet lointain, incompréhensible, je pense que les citoyens se sont assez naturellement éloignés, se sont détournés, au point, dans le fond, d'être déconnectés par rapport à l'idée européenne. Et il faut bien dire que l'idée européenne a eu beaucoup de succès parce que ça a été relancé au lendemain de la guerre et que, dans le fond, le moteur dans l'imaginaire des gens, et moi je crois que c'est très important, l'imaginaire des gens. L'imaginaire des gens, c'est pas seulement l'imagination. L'imaginaire des gens, dans le fond, c'est ce que l'on projette comme réalité, j'allais dire, virtuelle de ce qu'on espère comme société. C'est un peu ça, l'imaginaire. Et dans l'imaginaire des gens, l'Europe, l'Union européenne, c'était à la fois la solidarité, c'était à la fois de la prospérité mieux partagée, mais c'était surtout la paix. C'était surtout ça, qui était évidemment un moteur tout à fait extrêmement attirant. Et donc, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que, alors qu'il y a des guerres, il y a des conflits à 2 heures de chez nous, cet aspect-là est oublié. Et c'est un aspect de l'or. J'ai assisté un jour à une conférence de Delors, et Delors disait ça très clairement, il faut arrêter de croire que la paix va encore être un moteur de militantisme européen pour les jeunes générations. Les jeunes générations, elles voudront des résultats. La paix, oui, mais comme elles l'ont, elles ne peuvent pas imaginer une seconde qu'elles ne pourraient plus l'avoir. Et donc c'est acquis. C'est un peu le syndrome des gens qui sont gâtés, je veux dire. Bon, et il disait fort justement que il fallait trouver autre chose. Et je crois ça aussi. Et moi, je pense qu'il y a un deuxième élément. Je pense qu'il faut oser poser la crise de la démocratie représentative. Vous pouvez difficilement la découpler, de mon point de vue, et surtout aujourd'hui, non pas de la crise, mais d'une nouvelle réalité, qui est que le politique aujourd'hui est placé, qu'on me comprenne bien, je ne suis pas occupé à justifier le politique. Je crois que nous avons tort. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs et j'ai mal pratiqué la politique aussi à certains moments. Et je m'explique. Je pense que le politique, d'une certaine manière, et je vous renvoie à ce que je disais tantôt, à l'absence de débat contradictoire et à cette recherche effrénée, parfois un peu bête d'ailleurs, du consensus à tout prix, c'est-à-dire ce refus dans le fond d'affronter. Mais le refus d'affronter pour un politique, c'est surtout le refus de prendre des risques, c'est surtout le refus de s'exposer. C'est tellement facile de ne pas s'exposer. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui explique quelque part la crise du politique. Il faut dire qu'en plus, il y a un autre élément dont on ne peut jamais parler. C'est presque devenu tabou, et je dirais presque, surtout pour un homme politique, c'est devenu mal poli d'en parler. C'est la place, et c'est pas critique à l'égard de la presse, mais c'est la place que les médias ont prise dans le système démocratique. Vous savez, quand on voit aujourd'hui les réseaux sociaux, quand on voit ce que l'on peut et ce que l'on ose balancer, touchant la vie privée des gens, affirmant des choses à l'emporte-pièce,
créant des opinions soi-disant majoritaires, mais totalement creuses, sans aucun argument, fondées uniquement sur l'émotivité, je veux dire que la presse a évolué très fort. Et la presse suit tout ça. Et moi, j'ai constaté en tant qu'homme politique, c'est un constat que j'ai fait il y a très longtemps, je ne suis pas le seul, parce que quand on parle avec des pairs, c'est un peu le même réflexe que l'on ressent, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis déjà un certain nombre d'années, pour un homme politique ou pour une femme politique, c'est médiatiquement plus rentable de faire l'effet d'annonce. Une fois que l'effet d'annonce est fait, c'est gagné. Médiatiquement, jackpot. Que de témoigner de ce qu'on a véritablement réalisé. C'est-à-dire, l'effet d'annonce prend plus de place que la réalité de l'action que l'on a conduite. C'est un vrai problème. Et je pense qu'au niveau européen, ça a eu les mêmes effets. Je veux dire. Et alors moi, je ne suis pas occupé à critiquer la presse. La presse, elle fait ce qu'elle doit, et je suis vraiment très, un défenseur acharné de la liberté totale de la presse. Mais c'est une réalité avec laquelle le politique ne tient pas ses comptes. En d'autres termes, il faudrait que le politique cesse aussi de s'inscrire dans cette démarche-là, dans cette démarche de ne pas oser s'exposer. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour des majorités, des coalitions très claires, avec des oppositions très claires, avec des débats contradictoires. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Et donc, ça, c'est un élément. Je sais, très honnêtement, je n'ai pas de vraie réponse à ça. Parce que la vraie réponse, c'est dans le fond le courage politique. Et c'est le courage de s'exposer. C'est de retrouver d'une certaine manière le sens du politique, le sens du débat contradictoire, le sens de la démocratie. C'est de sortir du confort de la position acquise. C'est un peu ça, s'exposer dans le fond à l'opinion des gens, s'exposer à la sanction des gens. Ça me paraît vraiment important. Il y a évidemment aussi une crise de ce que j'appellerais la construction européenne. Moi, je pense qu'il est quand même... Je ne suis pas économiste, mais je crois que le premier économiste venu sait quand même bien qu'il est difficile de faire fonctionner une zone monétaire sans qu'elle colle à une union économique. Et or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on fait de la coopération, on fait de la collaboration, on fait tout ça. On a avancé sur l'intégration de ce point de vue-là, mais enfin, ça reste évidemment extrêmement timide. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et c'est un problème aussi qui rend nos politiques souvent inefficaces ou peu efficaces ou pas assez efficaces. Et je crois donc que ça aussi, c'est un élément qui me paraît extrêmement important. Ce qui est troublant d'ailleurs, c'est que quand vous parlez avec les experts ici de personnalités dans l'Assemblée, je le sais, qui sont évidemment des fins connaisseurs de la chose européenne, mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire que la solution, c'est plus d'Europe, c'est pas moins d'Europe, que si on veut lutter contre le chômage par une politique de croissance, ce n'est évidemment pas en se repliant sur soi, mais c'est en ayant des politiques beaucoup plus intégrées. Si vous prenez, par exemple, j'ai fait relever les derniers chiffres du coût de la non-Europe, ce que coûte la non-Europe, c'est un argument qui est tellement massu, qui est tellement évident, qui est tellement éclairant, qui est tellement convaincant dans le fond, et on fait semblant de ne pas le voir. Mais quand on voit le coût de la non-Europe, par exemple, selon une étude que le Parlement européen a fait faire sur le coût de la non-Europe, les gains de la réalisation de l'ensemble des politiques de l'Union européenne pourraient se chiffrer autour de 800 milliards d'euros. Ça correspond, il faut quand même se mesurer ce que ça représente, ça correspond à 6% du produit intérieur brut actuel de l'Union européenne. Le marché unique, rien que dans le domaine du numérique, pourrait déjà lui seul relever d'au moins 4% le niveau à long terme du produit intérieur brut de l'Union européenne. L'approfondissement du marché unique classique pourrait produire des gains significatifs pour les consommateurs et les citoyens européens en faisant progresser le produit intérieur brut de l'Union de 2,2% par an pendant 10 ans. L'union bancaire permettrait à elle seule un gain de 53 milliards d'euros par an. Quand on voit le budget de l'Union européenne par rapport à ces chiffres-là, il faut quand même bien dire qu'on se demande pourquoi on n'avance quand même pas un peu plus vite dans l'intégration européenne. Je suis aussi d'accord pour dire, et
je le dis en tant que libéral. Je suis aussi d'accord pour dire qu'au niveau européen, et de ce point de vue-là, le Parlement européen est peut-être un lieu privilégié, parce que c'est un lieu où on peut échanger, où on peut étudier, où on peut dialoguer, où on peut débattre, on peut s'opposer, c'est très bien. On doit aussi se poser la question de savoir si l'Europe ne doit pas aider à réinventer un nouveau modèle économique. On doit se poser la question de savoir si le modèle économique actuel, dans sa forme actuelle, peut survivre. On doit se poser cette question-là. On doit se poser la question aussi de savoir si cette course effrénée au consumérisme sans limite, si il ne faut pas remettre en question certains paradigmes du modèle. Je crois que ça, Piketty, je ne suis pas a priori un fan de Piketty, mais je suis quand même impressionné par, je dirais, le bien fondé de toute une série de questions qu'il pose et de réponses qu'il tente d'apporter. Je pense que ça aussi, c'est le Parlement européen. Et ça, je crois que, je vais dire, le concept même philosophique de l'Europe donne un avantage à cet ensemble et à cet espace pour se poser des questions de ce type-là. Et moi, personnellement, je pense qu'on... Enfin, mais c'est un avis personnel. Je pense que je ne changerai pas ni de famille politique, ni de conviction politique pour autant, mais je crois sincèrement que nous devons collectivement, les différents courants politiques doivent avoir le courage de se remettre en question au point d'accepter aussi, d'envisager, de remettre en question les modèles qui semblent être acquis pour la fin des siècles. Pour la fin des siècles. Je crois que ça n'est pas raisonnable. C'est aussi ça, je dirais, la dimension de modernité que permet l'idée européenne. Voilà ce que je voulais dire aussi. J'ai parlé du coût de la non-Europe. Oui, il y a un élément qu'on me serine souvent. Et c'est vrai qu'à Lisbonne, on a fait des avancées là-dessus. On me dit, pour rendre populaire l'idée européenne, il faut que les parlements nationaux aient beaucoup plus à dire, qu'ils aient un rôle à jouer. Il faut faire une connexion entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Bon, et je sais que c'est bien vu de dire ça, principe de subsidiarité, je suis d'accord, je suis favorable au principe de subsidiarité, bien sûr. Maintenant, l'expérience montre quand même qu'au nom du principe de subsidiarité, on a eu très souvent des retards importants au niveau des transpositions des directives européennes, et la Belgique d'ailleurs était parfois blâmée par ce manque de réactivité pour se mettre en ordre, si on veut, et pour privilégier, au nom du principe de subsidiarité, le non-respect, en tout cas, le fait de jouer en dehors des règles. Je pense que ça, il faut aussi oser le dire. Et moi, personnellement, mais je dis encore une fois, personnellement, je suis assez sceptique là-dessus. Je suis assez sceptique là-dessus parce que je constate que le comité d'avis des affaires européennes qui siège avec des parlementaires européens belges et des parlementaires nationaux, qu'est-ce qu'on y fait? Le Premier ministre vient, après chaque sommet, expliquer les décisions qui ont été prises. Puis il y a un débat qui est classiquement très belgo-belge. C'est-à-dire on pose des questions, etc. Mais c'est pas à cet endroit-là, en tout cas, que, entre guillemets, j'allais dire on refait le monde, non. Mais c'est pas en tout cas là qu'on refait l'Europe, ou en tout cas qu'on se pose des vraies questions. Donc je ne suis pas persuadé que articuler plus encore ou donner plus de pouvoir aux parlements nationaux par rapport aux institutions européennes, aujourd'hui, d'ailleurs, elles contrôlent, elles ont... Ça fait partie évidemment de leur travail classique, mais leur permettre, vous savez qu'ils ont maintenant un droit d'évocation. Hein. Ils ont, je ne sais plus, je crois que c'est 3 mois, pour évoquer une décision qui a été prise à la Commission ou au Parlement. Je constate qu'on ne peut pas dire que ça marche tellement. Et je dois d'ailleurs vous dire qu'un des aspects, mais ça c'est surtout pour le Parlement européen, un des aspects qui m'interpelle toujours, vous me direz que c'est le propre des parlements, c'est que le Parlement européen, c'est terriblement... Il a beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Depuis Lisbonne, il en a vraiment beaucoup. Mais l'un des aspects, ou l'une des traditions, on me dirait que c'est la tradition parlementaire classique aussi, mais l'une des grandes traditions du Parlement européen, c'est d'user beaucoup plus de son pouvoir de nuisance que de son pouvoir positif. Et ça se traduit d'ailleurs dans une attitude qui est une sorte de réflexe
assez curieux d'ailleurs, que je me suis toujours interdit en tant que parlementaire à pratiquer, une sorte de réflexe qui consiste en fait, le Parlement, à prendre pour cible de ces attaques à peu près systématiques la Commission, mais pas le Conseil. On tire sur la Commission, ça, tant qu'on peut, mais pas sur le Conseil. Alors que, dans le fond, quand on va bien, quand on prend bien je vais dire comment, pas la nature, mais le rôle, la fonction, la mission de la Commission et la mission du Parlement européen, c'est quand même deux institutions qui devraient avoir une démarche communautaire. Les États, le Conseil, c'est intergouvernemental. Mais donc, en réalité, quand la Commission et le Parlement européen s'allient, c'est une terrible force de frappe vis-à-vis du Conseil. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de matières, il faut des trilogues, et donc la Commission et le Parlement, quand ils sont alliés face au Conseil, ont un vrai pouvoir, et un vrai pouvoir de nature politique. Je dois d'ailleurs dire que le président actuel, M. Juncker, est un homme qui fait tout pour travailler en étroite collaboration et en confiance avec le Parlement européen. Et je regrette d'ailleurs parfois que le Parlement européen ne lui rende pas cette justice. Mais je pense vraiment qu'il a cette volonté. Premier élément. Deuxième élément, je trouve que le président Juncker, on ne peut pas juger, c'est trop tôt pour juger de son travail, mais le président Juncker, c'est quelqu'un qui veut véritablement donner une allure, une tonalité et une démarche beaucoup plus authentiquement politique à la Commission que par le passé. En d'autres termes, il est capable et il a la volonté de s'opposer quand il le faut au Conseil. Quand je vois par exemple la manière dont aujourd'hui il joue assez habilement et je pense à bon escient en essayant de temporiser et en essayant de calmer le jeu par rapport à la Grèce. Il ne se laisse pas démonter, même pas par les provocations du ministre des Finances grec ou du Premier ministre. Et je pense qu'il a raison de faire ça. Je pense vraiment qu'il a raison. Je disais tantôt à M. de Scoutet que j'avais rencontré, peut-être qu'il y a ici des gens sûrement qui le connaissent, mais Roland Gillet, qui est professeur à la Sorbonne, a une théorie qui est un peu différente de la théorie allemande sur la manière de traiter la question de la Grèce. Lui, il dit que, en étant aussi sévère, dans le fond, avec les citoyens espagnols ou grecs ou portugais à un certain moment, mais c'est un très mauvais signal que l'on envoie en termes d'image de l'Europe aux citoyens. Parce que dans le fond, fondamentalement, ce n'est pas les citoyens qui sont coupables de politiques qui ont été menées, je dirais presque à leur insu, il faut bien le dire. Et donc, il a une théorie que j'aime assez bien, qui était d'ailleurs une théorie qui était aussi défendue au début de la crise. Moi, je l'ai entendu un jour par Dominique Strauss-Kahn, qui défendait un peu cette théorie-là aussi, quand il a dit faire attention à ce que les dominos ne se déclenchent pas, si on ne traite pas tout de suite le problème. Ce n'est pas nécessairement inutile de le rappeler. Et donc voilà, je vous ai dit que moi, j'étais assez sceptique, ça je l'ai dit. Bon, je pourrais encore parler évidemment de la position du Parlement dans l'ensemble institutionnel, mais je crois que j'en ai déjà touché largement un mot. Oui, le Parlement européen, c'est quand même important que je rappelle ça. Le Parlement européen élu au suffrage universel direct est évidemment un élément essentiel de l'ordre constitutionnel de l'Union européenne. Si on fait abstraction de l'institutionnalisation progressive du Conseil européen, dans le fond, la principale évolution du système de l'Union européenne a été la montée en puissance du Parlement européen. Le Parlement européen est devenu une institution des plus influentes, si on se réfère à sa capacité à contrôler l'exécutif, à amender les lois et le budget, et à mettre sur la table tous les sujets qui intéressent les députés. Il dispose de tous les instruments nécessaires à un contrôle étroit de la Commission principalement, mais aussi du Conseil européen par le biais des questions orales et l'heure des questions d'audition, d'accès aux documents, la capacité d'agir devant la Cour, l'appui technique du médiateur, la quantité, parfois c'est même un peu trop, la quantité d'informations accessibles aux députés est quasiment illimitée.
et leur indépendance est totale. Donc je pense que, effectivement, cette institution-là a pris une place, en tout cas, absolument importante, très importante. Je vous renvoie tout ça, tout ce potentiel démocratique, je pense, s'exprimerait de façon beaucoup plus efficace. Je vous renvoie à ce que je disais tantôt. C'est ma conviction. Il ne faut pas être d'accord avec moi pour autant. On a chacun notre opinion sur le sujet. Mais s'exprimerait et serait instrumentalisé beaucoup plus pour le meilleur si on avait clairement au Parlement une majorité et une opposition. Parce que vous auriez alors en pleine lumière les opinions et les options surtout, et les choix politiques des uns et des autres. Je crois ça vraiment, et je pense que ce serait intéressant. Mais si on combine le potentiel démocratique du Parlement aujourd'hui, potentiel institutionnel du Parlement, avec, si on devait combiner ça avec une commission qui serait portée par une majorité parlementaire et une opposition qui la contrôlerait et qui s'y opposerait, je pense qu'on enverrait vers l'opinion publique des signaux beaucoup plus positifs. Et je pense alors que ce serait, bien entendu, tout bénéfice pour l'idée européenne. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'aurais encore voulu juste dire un point, c'est que c'est pour la politique internationale. Je suis extrêmement, enfin, je regrette très fort que l'Union européenne ne puisse pas plus souvent parler d'une seule voix sur le plan international. Vous savez que j'ai eu quand même une certaine expérience dans la politique internationale, mais je dois vous dire que c'est extrêmement frustrant de voir la capacité que l'Europe aurait si elle avait une défense, une capacité militaire, pas pour faire la guerre, mais si elle avait une capacité militaire pour forcer la paix à certains endroits, et pour aider d'ailleurs nos alliés pour le maintien d'un meilleur ordre du monde, je crois que nous serions évidemment une puissance beaucoup plus grande. Maintenant, je vous renvoie quand même, pour un petit peu tempérer cette notion de puissance, il ne s'agit pas d'une puissance d'affrontement, il ne s'agit pas d'une puissance, bien entendu, agressive ou offensive, il s'agit d'une puissance pour aider à la paix. Je veux dire que parlant de puissance, il y a un livre, je crois que c'est un politologue français, Saïdi Laïki, qui a écrit un livre qui montre que dans le fond, on dit toujours que l'Europe, c'est un soft power, puissance douce, mais que dans le fond, elle est quand même plus qu'une puissance douce. Parce que, dit-il, l'Europe fabrique de la norme, c'est-à-dire du droit, à jet continu. Ce qui est vrai. D'ailleurs, parfois, ça embarrasse le citoyen qui est tellement de normes. Mais c'est quand même vrai que l'Europe fabrique à jet continu du droit. Et la thèse de Saïdi Laïki, c'est de dire c'est plus qu'une puissance douce, parce que dans le fond, elle détient, en fabriquant de la norme, elle détient quasi à elle toute seule le monopole du droit international, en tout cas dans tout ce qui touche à l'économie. Et il évoque toute une série d'exemples qui sont assez clairs. Si vous prenez par exemple les normes au niveau des mobilophones, ce sont les normes européennes. Si vous prenez les normes OGM, c'est les normes européennes. À peu près dans tous les domaines de l'économie, ce sont les normes européennes qui s'imposent. C'est l'Europe qui décide des standards, ce qui lui donne évidemment un avantage comparatif assez important. Et je pense que le titre du livre, c'est « La puissance sans la force ». Je crois que c'est ça. Et il évoque là-dedans d'ailleurs la nécessité d'une capacité militaire qui pourrait d'ailleurs changer radicalement, ça je crois aussi, qui pourrait changer radicalement la nature et la portée de la relation transatlantique. Je crois ça vraiment. Les Américains ne seraient plus obligés de faire du shopping parmi les pays européens quand ils ont besoin d'alliés. Je pense ça vraiment. Je crois qu'il pourrait même changer, si l'Europe avait ça, il pourrait sans doute même peut-être inspirer une autre politique américaine. Je ne suis pas toujours convaincu que la politique américaine est la plus remarquable. Enfin, voilà, je n'en dirai pas plus. Je suis parfois un peu sceptique. Moi qui ai toujours été, oui, c'est normal, quand j'étais jeune libéral, j'étais très pro-américain. Je suis toujours pro-américain. Mais
je n'aime pas la manière dont ils développent leur politique étrangère. Je pense qu'ils laissent passer beaucoup d'opportunités, ils induisent beaucoup d'erreurs, et voilà. Je pense qu'ils ont... En fait, c'est assez normal, hein. On ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas vraiment de partenaires européens, un et indivisible, qui parlent d'une seule voix. Bon, ils cherchent nécessairement à la carte. Deux, tout le développement des États-Unis pour devenir une hyperpuissance, elle s'est faite sur le concept de la sécurité nationale. Donc c'est assez dire qu'ils ne sont pas vraiment multilatéralistes, ils sont plutôt bilatéralistes. Or l'Europe, si vous prenez le fonctionnement, entre guillemets, mental de l'Europe, c'est du multilatéralisme en action en permanence. Et donc, on pourrait induire, si on avait une capacité militaire et une vraie politique européenne internationale, je pense qu'on pourrait, une vraie politique étrangère au niveau international, je pense on aurait une influence positive et même meilleure. Donc tout ça pour dire que quand on dit que l'Europe n'est pas une puissance politique, je ne suis pas tout à fait d'accord. L'Europe est aussi une puissance politique. C'est évidemment une puissance économique et commerciale, mais c'est aussi, à cause de ça, dans une certaine mesure, une puissance politique. Voilà. Je termine toujours par... j'aurais pu... Quand ce sont des étudiants, je termine toujours par un remarquable texte de Victor Hugo, qui est un texte tout à fait remarquable, où il parle de l'Europe, avec romantisme d'ailleurs. Alors ici, je termine... C'est ma citation pour le moment, mais je change régulièrement de citation, hein. Je termine toujours en citant Jérémy Rifkin. J'aime bien parce que ça c'est très pro-européen dans le fond. Et c'est un politologue américain pourtant, hein. Bon, il dit quoi? On a longtemps dit que le rêve américain méritait que l'on meure pour lui. Et sa dernière phrase de son bouquin, c'est « Le nouveau rêve européen mérite que l'on vive pour lui ». Et donc moi je continue à penser qu'il faut vivre pour l'idéal européen. Je vous remercie.